J'y vais? C'est bon? Bon, alors très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à la région. Et au nom de la présidente de la région, Madame Pécresse, je vous remercie pour votre présence ici, au siège de la région, et je vous souhaite la bienvenue. Alors certains le savent peut-être, je suis en fait la conseillère santé, solidarité, enseignement supérieur de la présidente. Je ne vous ai pas dit mon nom, je m'appelle Sonia Gaucher. Et je suis également médecin. Et à titre personnel, je suis très heureuse de pouvoir introduire cette réception sur la charge mentale. Un sujet d'ailleurs que j'ai découvert. En fait, je le connaissais, mais je n'en connaissais pas le nom. Quand on m'a dit charge mentale, j'ai confondu et j'ai pensé à santé mentale. Mais pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui nous touchait tous autant que nous sommes, vous, moi aussi. Je pourrais vous donner des exemples, que ce soit directement ou par personne interposée. Nous allons tous être confrontés. Alors, peut-être faudrait-il prendre le temps de définir cette charge mentale. Et là, je vais m'aider de mes feuilles parce que la définition est un peu longue. Et donc, la charge mentale peut être qualifiée comme étant l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant l'exécution du travail, pouvant résulter d'une interaction complexe de facteurs individuels, techniques, organisationnels ou sociaux. En fait, la charge mentale, en quelque sorte, c'est un indicateur qualitatif qui va nous permettre d'évaluer les freins qui vont peser sur notre efficacité et notre engagement professionnel. Alors, en termes de charge mentale, je tiens à vous rappeler, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bien évidemment, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Je tiens donc à vous rappeler que depuis toujours, la région Île-de-France a été particulièrement vigilante aux effets négatifs du stress au travail. Et sans rentrer encore une fois dans les détails, je pourrais vous donner des exemples, notamment pour tout ce qui a concerné, qui concerne encore un peu nos soignants, qui sont toujours, à l'heure où je vous parle, encore très sollicités. Et cela depuis près de 20 mois. Et sans relâche, l'engagement de la région a été total auprès de nos soignants. Si je reviens à la notion de charge mentale, c'est une notion qui a émergé en fait il y a quelques années. C'était pour qualifier au départ la réalité du travail qui pesait sur les femmes. Je suis désolée, messieurs, mais c'était sur les femmes travailleuses avec des enfants. Et je suis sûre qu'il y en a parmi nous. Moi, j'en fais partie, ou plutôt devrais-je dire j'en ai fait partie, parce que maintenant mes enfants sont beaucoup plus grands. Et c'est un terme, à l'époque, qui a permis de faire prendre conscience à la société qu'il y avait des freins qui étaient là pour empêcher le développement professionnel. Ce n'étaient pas des freins qui étaient liés à la compétence, ce n'étaient pas des freins liés à la personne. C'était notamment l'effet double journée. Moi, j'aurais dit plutôt triple journée. Hein, parce que quand mes enfants étaient petits, j'avais une première journée quand je me levais, et puis la deuxième journée, la vraie journée de travail, et après la troisième journée quand je rentrais à la maison. Et en fait, aujourd'hui, la notion est beaucoup plus large, puisqu'on y a intégré des notions qui sont un petit peu nouvelles. D'abord, on y a intégré les réalités vécues par les hommes. Et oui, messieurs. Donc, on reconnaît, hein, vous participez de plus en plus, et aussi de mieux en mieux, à tout ce qui est charge de travail domestique à la maison. C'est peut-être pas encore parfait, il y a certainement des efforts à faire. Hein. Je peux vous ressortir une étude qui est parue en décembre 2020, une étude de l'INSEE, et en fait, on a comparé, alors c'est une très, très large population, il y avait plus de 135 000 personnes qui étaient interrogées, mais quoi qu'il en soit, dans une tranche de la population entre 20 et 60 ans, les femmes disaient avoir passé plus de 4 heures par jour en tâches domestiques, en plus de leurs tâches de travail, durant le premier confinement, alors que les hommes avouaient, pour 9% d'entre eux, en avoir fait autant. Bon, enfin, c'est déjà mieux que rien, hein, puisqu'il y a eu un temps où ils ne faisaient pas grand-chose. La deuxième notion, pour revenir à la charge mentale, est qu'au départ, on ne parlait que des entraves sur le plan professionnel. Maintenant, en fait, c'est à la fois la sphère personnelle et la sphère professionnelle qui sont considérées. Et il est vrai que le confinement, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'étude de l'INSEE, a apporté ces charges à leur paroxysme. Et notamment pour toutes les personnes autour de vous, peut-être vous-même aussi, pour tous les collaborateurs qui ont été en télétravail.
Et cette période de confinement a été effectivement une période où toute notre charge mentale, et là on pourra dire collective et non plus personnelle, a été mise à rude épreuve. Et peut-être en cela pourrions-nous au moins essayer de tirer un bénéfice de cette crise qui malheureusement, je vous le rappelle, n'est pas encore derrière nous. C'est sûr, ça va beaucoup mieux, il y a les vaccins. Là, je vous parle et je n'ai pas de masque. Nous sommes réunis, ce qui n'a pas été le cas pendant des mois pour beaucoup d'entre vous. Et donc, il faut y croire. Il faut essayer de tirer du profit de cette crise. Et comme vous le verrez, donc, puisque nous allons avoir la chance d'avoir notre étude présentée, si l'intensité en termes de charge mentale qui était à son paroxysme au moment du confinement a retombé, elle n'est pas retombée au niveau qu'elle avait avant cette crise. Alors, je ne vais pas présenter l'étude puisque je ne suis pas là pour ça, mais je voudrais quand même faire 2 remarques. D'abord, elle est quand même un petit peu retombée, donc il faut rester positif. Et puis peut-être, et là c'est le médecin qui parle, on n'est pas encore assez loin de la crise pour voir si nous sommes complètement guéris. Donc, n'ayez pas peur, on vous redemandera encore une étude. Mais enfin, ça c'est Fabienne qui nous le dira peut-être. Voilà. Et donc, face à ce constat, en tout cas, nous ne pouvons pas rester sans rien faire et nous devons certainement aller plus loin. Je vais m'arrêter, puisque vous n'êtes pas venu m'écouter, vous êtes venu écouter la restitution de l'étude. Et avant de rendre la parole, je voudrais tout d'abord remercier Fabienne Scholl, notre DGA en ressources humaines à la région, et puis son collaborateur, Charles, que je ne vois pas, avec lequel nous avons revu l'étude et les 4 questionnaires, dont celui spécifique aux étudiants. On a tout appris, attention. Bien évidemment, les équipes de Dynamic Workplace et de Speak Act. Je ne voudrais pas oublier l'hôpital européen de Paris, je ne sais pas qui le représente, et nous vous remercions, tout comme l'entreprise Herman Miller. Et maintenant, je vais vous laisser la parole, puisque c'est à vous de nous indiquer les pistes à suivre, ou peut-être aussi à inventer. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci d'être venus à notre événement de restitution des résultats de notre étude. Donc on est ravis de vous accueillir ici dans les beaux locaux du siège de la région Île-de-France. Commençons. Ça marche. Du coup, on va vous présenter un peu notre étude sur la charge mentale. Je vais un peu conceptualiser et vous donner une définition pratico-pratique sur la charge mentale pour faire écho à ce que disait Madame Gaucher. La charge mentale, c'est aussi bien la charge cognitive, c'est l'ensemble des sollicitations de votre cerveau dans le moment où elle organise, planifie et exécute l'ensemble de ses tâches. Bien évidemment, l'ensemble de ces tâches peuvent être aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle. Elle instaure une certaine fatigue générale, on pourra la voir dans les études, ce qui en ressort, mais également, elle peut aller dans son parodisme le plus sévère, bien évidemment, au burn-out. Elle a été prise essentiellement en considération récemment. Il faut éteindre les téléphones. Elle a été prise essentiellement dans son élément avec la restructuration dans les enjeux stratégiques RH, dans la question de la QVT, bien évidemment QVT qui est la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Pour vous donner un peu aussi un ordre d'idée sur la méthodologie qu'on s'est employé d'avoir, qui a été très très bien pensée, l'ensemble des populations, que ce soit les collaborateurs ou les étudiants qui ont été sollicités, elles l'ont été au travers d'un questionnaire en ligne, évitant l'ensemble des biais et posant les mêmes questions. La seule différence que vous pouvez avoir entre la population des étudiants et les collaborateurs, c'est que les collaborateurs ont été sollicités à 3 reprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons 80% de cette audience qui a été la même selon les 3 phases, seulement un battement de 20%. Sur les étudiants, on n'a eu que des étudiants en enseignement supérieur et qui ont quand même une connaissance du marché de l'emploi dans la mesure où ils ont, pour plus de 70% d'entre eux, si je me souviens bien, une réelle expérience dans le monde du travail au travers de stages et d'alternances. Voilà. Tout simplement. Donc on va passer en revue quelques points. Donc on va commencer par présenter Speak Act et Dynamic Workplace pour que vous puissiez situer un peu le pourquoi du comment de notre intérêt de la charge mentale. On va ensuite faire un état des lieux pré-crise puisque notre premier questionnaire a été fait juste avant que la crise arrive en France. On va faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé pendant ce premier confinement qui a été assez traumatique pour tout le monde, je pense. Et on va faire un petit comparatif avant, pendant et après crise. Petit focus ensuite sur le télétravail qui a pris sa place dans le quotidien des collaborateurs jusqu'aujourd'hui.
Et nous allons faire un focus sur notre dossier étudiant, donc qu'est-ce que les étudiants pensent, puisque ce sont les collaborateurs de demain, et dès aujourd'hui, les entreprises doivent se préparer à leurs attentes. Et nous allons conclure avec une table ronde avec nos partenaires. On peut y aller. Donc on va commencer par introduire les entreprises. Je vais parler au nom de Speak and Act. Alors qu'est-ce que Speak and Act? On n'a pas l'arrogance d'être connu par tout le monde, c'est pas du tout notre arrogance, mais on est l'une des premières plateformes de marque employeur et de marque école qui labellise chaque année un grand nombre d'écoles et d'entreprises sur les expériences qu'elles proposent en interne et à l'ensemble de leurs parties prenantes. On a un certain nombre de labels qui certifient aussi bien l'expérience collaborateur, stagiaire, alternant, candidat du côté des entreprises et sur la dimension de l'expérience étudiante pour les écoles. On recueille chaque année plusieurs centaines de milliers d'avis qu'on met ensuite à disposition auprès aussi bien des candidats que des étudiants afin de les aider à s'orienter vers la bonne entreprise ou la bonne école. Côté Dynamic Workplace, donc nous, on va créer et opérer des espaces de travail qu'on appelle nouvelle génération. On va faire ça à travers 2 pôles. Donc on a notre pôle conseil qui va vraiment intégrer des nouveaux modes de consommation de l'immobilier des entreprises pour que leur immobilier soit d'une part plus économique et d'autre part beaucoup plus agréable au quotidien pour les collaborateurs. Et on va faire ça aussi avec notre pôle opérateur pour vraiment intégrer les codes de l'hôtellerie et du retail dans les espaces de travail. Et ça fait des espaces beaucoup plus serviciels et puis beaucoup plus animés pour représenter la culture de l'entreprise. Donc, petit état des lieux pré-crise, on a fait un constat qui a été étonnant, je n'irai pas jusque-là, mais assez marqué. Et donc, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas tous égaux face à la crise et face au stress au travail. Donc on a tout particulièrement une catégorie de collaborateurs qui est touchée. Ce sont les femmes cadres avec enfants, qui sont 42,9% à avoir attesté avoir eu recours à un arrêt maladie pour des raisons professionnelles hors de l'accident du travail dans les 6 derniers mois précédant notre questionnaire. Et ils ne sont que 10% chez les hommes. Que 10%, c'est déjà 10% de trop. Mais ils sont quand même beaucoup moins nombreux que les femmes. Et en fait, cette différence, on la voit dans d'autres catégories de collaborateurs, donc des cadres sans enfants et des non-cadres, et on passe systématiquement du simple au double entre les hommes et les femmes. Donc le stress au travail, c'est une réalité, c'est aussi un sujet tabou. Et aujourd'hui, même si les langues se délient, on a quand même 57% des sondés qui attestent connaître 1 à 3 personnes qui ont déjà fait un burn-out. Donc c'est quand même quelque chose de courant, on va dire. Et c'est quelque chose qui grandit dans les entreprises, mais qui n'est pas encore traité correctement. Pour une raison, les collaborateurs, aujourd'hui, ont peur de se confier à leurs collègues et leurs managers. Donc, ils vont plutôt aller voir de la famille et des amis pour traiter ce genre de problème. Et en fait, pour 3 raisons principales. La peur du regard des autres, parce qu'on n'a jamais envie que les gens nous voient comme quelqu'un de pas compétent. On va avoir la peur d'être la source du problème, puisque c'est vrai que quand on en parle dans le milieu professionnel, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut se rendre compte que le problème, ce n'est pas forcément les autres. Et il faut être quand même bien accompagné pour faire face à ça. Et enfin, la peur de freiner son évolution professionnelle. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisque du coup, le stress au travail, ou de manière générale, les problèmes au travail, c'est vu comme une faiblesse. On va avoir aujourd'hui 60% des sondés qui attestent être stressés pour des raisons professionnelles. C'est pas très étonnant pendant le confinement, puisque du coup, on a tous subi beaucoup de stress pendant ce confinement. C'est 2 fois plus qu'avant la crise. Donc là-dessus, on n'a pas beaucoup de surprises. Ils sont par contre 75% à dire qu'ils sont sollicités, toujours en dehors des horaires de travail. C'est quand même assez énorme, 75%. Mais ce n'est pas le plus choquant. Le plus choquant, c'est qu'ils étaient déjà 62% avant la crise. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que la crise a exacerbé des problèmes qui étaient existants, qu'on n'a pas traités, puisqu'on ne se rendait peut-être pas forcément compte que lire ces mails le week-end, c'était un vrai sujet et que c'était un vrai problème. Aujourd'hui, 75% des personnes qui sont toujours sollicitées en dehors des horaires de travail, c'est très compliqué et c'est les prémices du stress au travail, du burn-out et de problèmes qui peuvent faire mal autant à l'entreprise qu'aux collaborateurs. Et donc 43% des sondés qui attestent que leur motivation et leur engagement a été touché. Pas de grande surprise, on est même peut-être un peu surpris que ce chiffre ne soit pas plus élevé. Du coup, vous pouvez voir un graphique. Avant d'aller directement sur le graphique, j'aimerais bien mettre un peu le contexte. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a vécu une crise qui est totalement inédite.
cette crise a quand même eu, de par son caractère généralisé, aléatoire, enfin toutes les définitions d'une crise au final, elle a quand même eu un énorme impact et a eu des conséquences énormes sur l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, qui ont dû modifier leur manière de travailler, leur manière de penser, jusqu'à aller changer même l'expérience collaborateur qu'elles offrent en interne. On peut même voir qu'un certain nombre de leurs défis qu'ils avaient pu même initier avant même la crise, et je pense notamment dans le mode de fonctionnement au télétravail, qui était jusque-là fait de manière assez modérée, est devenu la pratique généralisée sur tous les secteurs. Du coup, à minima, si on peut parler de chance, je n'aimerais pas dire ce terme quand même, mais cette force, cette marche forcée qu'on a eue sur une longue période aura eu au moins l'avantage, au travers de cette étude, de pouvoir infirmer et confirmer un certain nombre d'idées reçues qu'on aurait pu avoir. Ce que vous pouvez voir sur ce graphique qui a été segmenté en 3 périodes, où vous avez avant, pendant et après, vous pouvez voir que tout d'abord, un truc assez inquiétant, c'est qu'on a quand même une charge mentale qui était assez symptomatique et forte dès le départ. Vous aviez à peu près 1 salarié sur 2 qui soit travaille durant son week-end, soit pense ou lit ses mails durant le travail, ce qui est quand même excessivement important. On voit bien évidemment que pendant le confinement, on augmente de l'ordre de 20 points, entre 15 et 20 points d'augmentation en termes de pourcentage, ce qui est extrêmement important, ce qui s'explique dans un premier temps de par le fait que c'est une crise. Donc une crise, forcément, on ne peut pas l'anticiper, elle se pose et les gens ont dû s'adapter, mais après se pose la question aussi de la compétence des entreprises, c'est-à-dire au niveau de leur transformation digitale, numérique, est-ce qu'elles étaient en place sur ces sujets-là, sur leur capacité organisationnelle à répondre à cette problématique-là, notamment avec la mise en place du télétravail et leur maturité sur ces sujets, l'adaptabilité et l'accompagnement qu'elles ont donné auprès de leurs salariés. On voit qu'un certain nombre de salariés ont pu avoir pas mal de problématiques qui se passent à gérer dans leur quotidien, jour après jour, la sphère familiale, dans la sphère professionnelle. Et enfin, on peut surtout voir qu'après le confinement, bien qu'il y ait une stagnation, et je reviens sur ce que Madame Gaucher disait, on n'est pas encore allé assez loin, je l'entends très bien, même si on voit les chiffres baisser, on voit quand même que la tendance est quand même haussière par rapport au point d'origine, qui était déjà excessivement haut. Ce qui nécessite du coup de se poser la question de quel sera le rôle de demain pour l'entreprise. A fortiori, le rôle demain de l'entreprise sera de prendre en considération ces points, c'est une évidence, mais elle aura surtout un rôle de former et d'accompagner ses collaborateurs à mieux gérer ces sujets-là, notamment dans un contexte où aujourd'hui, vous devez entendre, au Japon c'était déjà le cas, en Italie ça a été fait, et aujourd'hui on parle en Espagne, de la semaine de 4 jours. Et c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en considération avec le travail distanciel. Concernant les pressions, sur les pressions, alors je pense que tout à chacun ici a déjà connu des pressions, soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie étudiante. Ça génère de la fatigue, c'est un non-événement, tout le monde le sait, on est d'accord. La différence, c'est encore une fois, pour faire écho au slide précédent, vous aviez déjà toutes les caractéristiques d'une charge mentale extrêmement élevée. Tout ce qui est fatigue chronique, tout ce qui est baisse de motivation avec l'engagement, et potentiellement des problématiques liées aux troubles du sommeil. Ce qui est d'autant plus inquiétant et à la fois intéressant, c'est que vous pouvez voir que dans la deuxième étape, celle du confinement, vous aviez le trouble du sommeil qui arrive, essentiellement. Même si la fatigue chronique s'était installée, vous aviez en plus le trouble du sommeil qui montait. Ce qui fait notamment écho à l'ensemble des points de pourcentage que nous avons vus précédemment avec les 15 à 20 points de pourcentage qui avaient augmenté, c'est-à-dire une nouvelle gestion. Les gens étaient de plus en plus connectés, n'arrivaient pas du tout à dissocier leur sphère privée et familiale, enfin privée et professionnelle. Et vous aviez aussi, et ce qui a été excessivement bien théorisé par les chercheurs à Stanford, vous aviez ce qu'on appelle la Zoom fatigue. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la Zoom fatigue. La Zoom fatigue est le fait que les personnes, c'est en neurosciences, le fait que ces personnes continuent d'utiliser de manière intensive des outils digitaux pose un problème sur leur charge mentale parce que leur cerveau doit être d'autant plus concentré. Vous pouvez le voir dans vos réunions, si vous regardez vos réunions virtuelles versus vos réunions physiques. Le rythme d'une réunion s'instaure par votre prise de parole. La plupart du temps, votre prise de parole ne se fait pas par des mots. Elle se fait essentiellement par des gestes non-verbaux, ce qui nécessite du coup, dans une réunion virtuelle, d'être d'autant plus concentré. Vous avez le même cas, et cela se voit pas forcément, mais se ressent au niveau de votre cerveau, c'est le décalage entre votre son et l'image. Sur une réunion Zoom, Teams, pour citer les autres, pour ne pas faire de concurrence, eh bien vous voyez qu'en fait, cette dissociation entre le son et l'image vous nécessite indirectement à votre cerveau d'être davantage concentré. Et ça provoque des troubles du sommeil.
Sur l'après-confinement, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une nouvelle variante qui arrive, qui n'était pas là au début, c'est celle du stress et de l'anxiété. Stress et l'anxiété, comment elle peut s'expliquer? Elle s'explique pour plusieurs raisons, forcément. Une première, sur la compréhension du monde de demain. Les collaborateurs se questionnent sur quelle sera l'organisation de demain. Est-ce que je vais retourner au travail? Si oui, comment? Mais également sur la dimension économique. Il ne faut pas se mentir, une crise sanitaire a eu un impact sur la dimension économique extrêmement forte. Énormément de sociétés ont dû se restructurer, voire même mettre des plans de licenciement. Si vous regardez, et je ne suis pas du tout pessimiste, je pense que les choses s'amélioreront avec le temps, mais si vous regardez la réalité économique, avec un regard purement clinique, vous avez plus de 8000 postes qui ont été supprimés dans l'aéronautique, 5000 dans l'automobile, et plein d'autres sociétés sont en train de se réorganiser. Vous avez également pratiquement 100 000 ruptures qui ont été envisagées sur des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui signifie quand même 3 fois plus que les années précédentes, ce qui n'est pas rien, ce qui pose une problématique de stress et d'anxiété. Question sur la dimension du bien-être quand même, parce qu'il faut terminer sur une bonne note. La dimension du bien-être a été bien plus prise en considération durant cette période. Alors, c'est très bien de se dire qu'on a pris davantage le temps de se poser les bonnes questions, de savoir si ses collaborateurs se sentaient bien, et essayer à minima, non pas de renforcer les relations, mais de garder à minima ce lien social qui unit l'ensemble de ses collaborateurs au travers de différents team building et e-apéros de toutes sortes, ce qui est très bien. Mais je trouve que ce chiffre est extrêmement important parce que ça nécessite, si vous prenez en considération énormément le bien-être de vos collaborateurs à ce moment-là, ça nécessite aussi que potentiellement, vous ne les avez pas assez bien accompagnés et que vous n'étiez pas assez prêts sur la partie digitale à travailler avec ces modes de fonctionnement. Donc ça pose plusieurs questions. Un, positif de dire que ça y est, l'individu est revenu au centre. Deuxième quid est de savoir si la transformation digitale était dans la maturité absolue pour les entreprises en question. On finit quand même sur le fait que même après le confinement, au final, on voit qu'il y a une tendance haussière, ce qui signifie que ça a été incrusté et ça fait même partie peut-être maintenant de l'ADN de certaines entreprises de solliciter ces questions-là au travers de baromètres. Donc le télétravail qui est dans notre quotidien aujourd'hui dans les entreprises, on a décidé de faire un petit focus sur les outils numériques, puisqu'ils se sont invités chez nous pendant toute la période du confinement, ils sont encore chez nous aujourd'hui. Avant la crise, ils étaient 92% à dire que les outils digitaux facilitaient la vie. Donc là-dessus, on a tous été d'accord. Pouvoir envoyer un petit mail dans le train entre 2 rendez-vous, c'est quand même très pratique parce qu'on n'a pas à le faire le soir en rentrant. De pouvoir faire un call avec ses clients qui sont de l'autre côté de l'hexagone, ça aussi, c'est quand même assez pratique pour ne pas passer la journée dans le train. Et donc du coup, ça a toujours été quelque chose de relativement positif dans la vie des collaborateurs. Après la crise, on se retrouve à 60% qui trouvent que les outils numériques facilitent la vie. Donc ce chiffre, il a quand même chuté quand même pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement pour qu'on déteste à ce point les outils numériques ? Et ça a été source de stress pour les collaborateurs. On a d'ailleurs 30% des collaborateurs qui ont rencontré des problèmes d'installation. Un nouvel ordinateur à utiliser en télétravail, faire une réunion sur Teams et pas savoir comment inviter des externes. On s'est retrouvé face à pas mal de problèmes au quotidien avec ces outils. Et ça fait monter la charge mentale parce que tout ce qu'on a envie de faire, c'est travailler et pas essayer de comprendre comment faire pour contacter le service IT depuis la maison. On en a 12% qui ont décidé de se dire que les outils numériques sont trop intrusifs. Moi, je suis très étonnée que ce chiffre soit aussi bas parce qu'au final, les outils numériques sont à la maison. On a tous eu l'impression à un moment donné qu'il fallait que le petit bouton connecté soit vert sur Teams ou Zoom pour pouvoir dire oui, je suis en train de travailler à la maison et je ne suis pas en train de faire mon linge. Alors que quand on est au bureau, la question ne se pose pas. On pourrait être en réunion pendant 3 heures, personne ne se demande si on est en train de jouer au solitaire pendant la réunion. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'est passé pendant le confinement. On a 63% des personnes qui ont dit que ces outils n'ont pas aidé à renforcer le lien social avec les collègues. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que oui, les outils numériques vont permettre de garder contact, mais garder contact et le renforcer, c'est pas du tout la même chose. Donc on a beau utiliser des recours comme le e-apéro, des petits moments informels qu'on va mettre dans notre emploi du temps pour se connecter et créer du lien avec les collègues, mais ça n'a rien à voir avec les moments qu'on va passer le lundi matin à la machine à café, où on va pouvoir un peu spontanément partager des choses, se rendre compte qu'on a une passion commune pour le poney ou autre activité. Et donc du coup, effectivement, on garde le contact, mais on ne renforce pas les liens. Donc si on n'a pas créé du lien au bureau, c'est vrai que c'est très compliqué de le créer à distance. Donc on a vraiment besoin de ces moments et les collaborateurs le disent. On a par contre 46% des sondés
qui attestent que les mails et situations urgentes se sont multipliés depuis la crise. Et ça, c'est quand même presque un collaborateur sur 2, et c'est un collaborateur de trop. Aujourd'hui, on ne fait plus vraiment la limite entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail. On a un vrai sujet de management. Tu es plus en face de mes yeux, et donc du coup, tu dois être réactif et tout doit être fait tout de suite, alors qu'on avait peut-être un peu moins ce problème avant. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque ça fait augmenter la charge mentale. Je suis resté sur le solitaire. Je suis très Candy Crush, personnellement. Candy Crush, ouais, c'était une référence pour moi. J'ai découvert ce truc. C'est incroyable. Sur la vision du collaborateur de demain, pour reprendre un ton un peu plus solennel et sérieux, de manière plus explicite, ce qu'on vise ici, c'est les étudiants, les jeunes diplômés. Donc la question est de savoir, en fait, quelles sont leurs attentes au moment de la... Alors, je ne vais pas parler de relance économique, je ne suis pas du tout campagne présidentielle, mais en sortie de crise, la question est de savoir, en fait, quelles sont leurs attentes, quelles sont les valeurs qu'ils veulent voir être véhiculées ou défendues par les entreprises de leur choix de demain. Essayer de savoir aussi s'ils veulent avoir, en fait, exister dans un monde où les entreprises ont un peu tous les mêmes valeurs. Si vous regardez la majorité des sociétés, vous pouvez leur demander, elles seront tous digitales, diversité, inclusive, enfin voilà, plein de pléonasmes. Donc la question est de savoir ce qu'ils voudraient demain. La tendance quand même, en fait, il ne faut pas oublier quand même, je trouve que ça a été assez intéressant et ça a été vécu avec cette crise, c'est que ça a quand même été un facteur d'accélération au niveau de la tendance, de ce que les jeunes diplômés veulent aujourd'hui. Ils sont en quête de sens, ils veulent avoir vraiment un impact dans leur entreprise, et pas seulement dans l'entreprise, si possible même au niveau de la société au sens plus large. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, et on peut le voir, nous, sans faire de placement de produit avec Speakanact, on est quand même avec pas mal d'écoles, on le voit, c'est une réalité clinique, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout à attendre que l'entreprise soit dans une déclaration simplement d'intention de faire quelque chose, une promesse donc, qui s'engage à moyen terme. Non, ils veulent vraiment un discours authentique, ils veulent vraiment des sociétés sur lesquelles en fait, il va y avoir vraiment un ADN, etc., quitte à ce qu'il soit par moments un peu différent des autres, voilà, pour ne pas utiliser d'autres termes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que maintenant, la question du salaire est devenue, et reste quand même très importante, elle a été quand même relayée au second plan parce que vous avez les conditions de travail et la QVT, donc qualité de vie au travail, qui est devenue plus important avec pratiquement 68%, donc 67,2%. C'est extrêmement significatif, ça dit beaucoup de choses sur les jeunes de demain, sur ce qu'ils veulent. On peut aussi voir, et ça a été ressorti de l'étude, si vous la lisez, j'espère que vous la lirez, que par exemple, ils n'attendent plus forcément, ils ne sont pas à la recherche forcément d'une promotion de sens vertical avec forcément du management et de la prise de position. Non, ils sont en quête de savoir, d'apprendre, de se sentir bien. Ça veut dire potentiellement même des mobilités sur le plan horizontal, changer de mission, de job. Vous avez des sociétés, des leaders de la cosmétique, pour ne pas faire de nom, qui le font très bien dans leur politique talent, avec vous restez sur le même job pendant à peu près 1 à 2 ans et après vous devez bouger. Ce qui est assez important aussi, c'est que vous voyez que c'est devenu une condition quand même très importante dans le choix de l'entreprise. C'est décisif pendant l'expérience candidat, ça l'est d'autant plus pendant l'expérience collaborateur ou stagiaire alternant. Et on voit même qu'il y a plus de 50% qui veulent idéalement travailler 3 à 4 jours par semaine dans le bureau, ce qui signifie qu'ils veulent quand même travailler dans de nouvelles conditions, alors pour différentes raisons. Vous avez le gain de temps, ça c'est factuel, vous n'avez plus les transports, vous ne faites plus d'aller-retour. Donc là, tu joues moins Candy Crush. Après, tu as aussi une meilleure créativité, parce que travailler dans des environnements différents, c'est quand même hyper stimulant par moment. Vous n'êtes pas obligé de rester au même bureau, c'est bien d'avoir de la mobilité. Et enfin, pour éviter la routine, ce qui peut aussi faire écho au premier point en gain de créativité. Du coup, voici ce qu'on avait à dire. Pour conclure sur ces points, je pense que vous allez voir dans le slide suivant. L'enjeu est de préserver les collaborateurs sur un enjeu qui est devenu essentiel aujourd'hui. Je pense que le souci d'attractivité maintenant des sociétés est davantage de prendre en considération les sujets de bien-être, parce que, qu'ils le veulent ou non, les jeunes générations et les prochaines qui arrivent, ça va être un non-événement, c'est dans leur liste de courses. Retrouver du lien social, et ça, c'est très important, c'est-à-dire que les gens veulent retourner au travail. Après, ils veulent quand même continuer à avoir du télétravail, mais ils veulent retrouver les gens, travailler avec, donc une certaine agilité dans le mode d'organisation qu'il faudra proposer demain et qui fait sens avec un aménagement de l'espace de travail, avec des lieux de rencontre, des lieux de vie plus que des lieux de travail. Voilà. Je vous remercie infiniment pour le temps
L'étude, du coup, sera envoyée à la suite de l'événement par mail à tous les participants pour que vous puissiez la consulter. On va continuer avec une table ronde animée par Fabienne Broucaret, qui est la fondatrice de My Happy Job by Moodwork, qui va pouvoir nous rejoindre tout de suite sur cette table. Nous allons avoir Pascal Richer, qui est Workplace consultante chez Herman Miller. Nous allons avoir Fabienne Scholl, qui est la directrice adjointe aux ressources humaines de la région Île-de-France. Philippe Morel, cofondateur de Dynamic Workplace. Claire Souvigné, directrice des MSc, MBA et Bachelor de l'INSEC. Valérie Caladine, directrice des ressources humaines de l'Hôpital européen de Paris. Et enfin, notre très cher Nils Anthony Tatem, fondateur de Speak and Act. Là-dessus pour le Anthony. Hein. Je vous invite à vous installer. Merci Nils et merci Nermine parce que c'était passionnant. Donc c'était un très bon condensé de l'étude. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que votre conclusion, vous nous avez un peu mâché le travail parce que c'est vraiment les points clés qu'on va aborder ensemble. Donc pour me présenter rapidement, je suis Fabienne Broucaret, donc la fondatrice d'un média en ligne qui s'appelle My Happy Job by Moodwork. Et sur My Happy Job, on aime bien partager à la fois l'actualité de la qualité de vie au travail pour s'adresser autant aux salariés qu'aux managers qu'aux dirigeants, mais aussi partager des bonnes pratiques, partager un petit peu ce qui se passe dans les entreprises, les collectivités, les organisations. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui dans des domaines très différents. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à animer cette table ronde. Donc, Nermine a commencé le travail pour moi et a présenté tous les intervenants. Donc, je ne vais pas vous redire à chaque fois ce que je vais chacun et on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Et sachez qu'après la conférence, on prendra toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on gardera du temps pour pouvoir y répondre avec grand plaisir à la fin. Alors, quand on parle de charge mentale, il y a quand même un secteur, je dirais, des personnes qui ont été particulièrement touchées pendant la crise. Je pense bien évidemment aux soignants. Donc, on trouvait important pour commencer de s'intéresser à l'hôpital du coup européen de Paris et que vous nous parliez un petit peu, Valérie, de ce que vous avez mis en place en interne. Alors, il va y avoir une vidéo qui va présenter un petit peu les choses et que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour essayer d'alléger la charge mentale de vos équipes et des soignants. Bonsoir à tous. J'ai souhaité, au moment où je parlais, vous passer un film sur ce qu'est l'hôpital européen de Paris et ce que sera l'hôpital européen de Paris demain. Et donc, ce film vous permettra aussi de comprendre qu'il y a aussi une part de charge mentale dans un établissement qui est en fin de vie, si on peut dire, pour l'année prochaine intégrer un hôpital tout neuf. Donc le fait d'avoir des locaux qui ne sont pas toujours bien adaptés, de ne pas avoir l'instrument, le besoin du matériel quand on en a besoin, pèse aussi sur les soignants. Donc je vous fais un bref historique de l'hôpital. 1961, l'hôpital La Roseraie est créé. Et en 2005, l'hôpital est rattaché au groupe italien, groupe Villa Maria. Aujourd'hui, nous sommes 410 salariés, 98 médecins, pour un total à peu près de 280 lits. Nous sommes la première clinique privée spécialisée en chirurgie du crâne, d'un point de vue régional. Nous avons 13 salles d'opération, 2 scanners, 2 IRM, 23 postes d'hémodialyse, pour un 41 934 journées d'hospitalisation sur 2020. C'est un chiffre qui est très bas puisque nous avons subi de plein fouet cette crise. La crise sanitaire sur l'année 2020, c'est 981 séjours en hospi contre 392 en 2021. C'est au plus fort de la crise, 18 lits d'hospitalisation complète et 26 en réa cardio. Il faut ramener ça au nombre de lits de 280, ce qui est un impact important. Pour arriver à ça, on a dû fermer des unités de soins, fermer le bloc opératoire, fermer l'ambulatoire et redéployer les compétences sur les unités de soins qui en avaient le plus besoin. À cela, vous rajoutez un absentéisme élevé. On est à plus de 24% dans ces périodes-là. Vous rajoutez post-crise un
un peu plus de 10% de démissions, c'est-à-dire de personnes qui vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou bien qui tout simplement, et c'est là le plus grave je pense, des personnes qui abandonnent le métier du soignant, donc infirmière, aide-soignante, et un turnover annuel qui fait à peu près 25%. Donc, autant vous dire qu'on marche en mode dégradé. Même si tous les soirs on est applaudi à 20h, la réalité du terrain est très, très, très difficile. Et je vous remercie au nom des soignants en général de pouvoir porter cette parole. Vous marchez en mode dégradé, donc vous comptez sur les personnes qui sont là, vous les sollicitez et vous les sollicitez. Donc on arrive à quoi? On arrive à une situation de fatigue physique extrême, situation de fatigue psychologique importante, où vous êtes avec votre collègue un soir, et le lendemain soir, il n'est pas là parce qu'il est malade. Et que donc, comme vous n'avez pas de moyens humains pour régler ce problème, vous comptez sur vous-même. Donc, un mode dégradé extrêmement difficile à vivre. Qu'est-ce qu'il en devient? C'est qu'on s'aperçoit très vite qu'il est urgent de faire quelque chose parce que nous, notre obligation, c'est le soin, c'est de protéger les patients. Donc, on pense à mettre des cellules psychologiques en place, anonymement. Je n'ai pas eu de retour puisque c'est anonyme, donc je n'ai aucun chiffre à vous donner. On met en place, avec Allocab, sans pour cela le citer, des transports pour emmener nos soignants le matin et le soir, pour être sûr que l'on puisse faire la continuité de soins. On parle aussi de partenariat avec des hôtels pour tout simplement que nos soignants n'aient pas le stress du transport le soir et le matin. On parle de formation auprès des cadres de santé pour les aider à détecter des situations de stress chez les soignants. Et puis surtout, on va parler de sophrologie. Et ça, c'est le bon côté. Alors, voilà. Voilà ce que nous avons donné à nos soignants. J'aime beaucoup le jeu peux pas, j'ai sophro. Oui. J'ai fait une superbe rencontre qui s'appelle Amélie Dupré, qui est le Je respire. Et donc, on a eu l'idée de monter ça ensemble. Et donc, on a donné ce petit pochon à tous les soignants. Alors, ça a eu un double effet qui se coule. On va être très honnête. Non seulement les soignants, vous leur donnez quelque chose, mais ça leur a mis le baume au cœur, ça leur a mis du sourire sur les lèvres. Je peux vous dire que c'est très important. Dedans, vous aviez un abonnement pour des séances de sophrologie, 3, qui n'étaient pas énormes, mais que chacun pouvait dispenser à volonté. Et un petit nuage en plastique. Suspense. Pour vraiment, parce qu'on en a vraiment besoin. Oui. Et puis on a fait un petit rappel, parce que finalement Octobre Rose fait partie des choses de la vie, et à l'hôpital européen on est très 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 soucieux d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer. Et donc pareil, de nouveau un petit rappel, des séances de sophrologie, un petit masque rose, etc. pour rappeler qu'on est en Octobre Rose. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est on a plus de 45% de personnes qui ont commencé à se sentir mieux, pas sentir mieux énormément, mais au moins avoir un temps de calme, un temps posé dans leur tête. On a eu aussi des salariés qui avaient des difficultés pour dormir, qui ont eu la possibilité de passer de vraies nuits et de se lever le matin. Bon, je sais, on repart avec les mêmes difficultés, mais au moins une vraie nuit reposante. Et puis, j'ai perdu mes notes. Et puis surtout, tout ce qui a été conflit. Parce que quand vous êtes fatigué physiquement et moralement, la relation avec autrui est dégradée. Donc je pense côté patient, mais je pense aussi entre soignants. Et le fait de pouvoir les aider à revenir un peu sur soi-même, à
se poser les bonnes questions et de se prendre en considération leur a permis à 37% de pouvoir avoir une attitude beaucoup plus fluide, avoir beaucoup plus de retrait dans une situation de conflit. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas sorti de la crise. On essaye de s'en sortir. Le monde soignant est sinistré de cette crise sanitaire. Le monde soignant a besoin de compétences, mais de vraies compétences. J'espère qu'on retrouvera un équilibre dans les années qui arrivent, puisque pour être infirmière, il faut 3 ans d'études. Donc vous imaginez tout le retard qu'on a pu accumuler. Mais surtout, un grand merci à tous ces gens qui se sont mobilisés, à tous ces gens qui n'ont pas regardé leur entourage, qui ont fait parler leurs propres valeurs, parce que la valeur du soignant, c'est la valeur de l'empathie, c'est la valeur du courage, c'est la valeur de l'autre. Et pour tout ça, je remercie les soignants et je remercie plus particulièrement les soignants de mon hôpital. Merci beaucoup. Merci pour ce partage, parce que c'est très intéressant de voir de l'intérieur comment ça a été vécu et quelles solutions multiples vous avez pu du coup apporter. Alors on est ici à la région Île-de-France, dans un autre secteur. Ce serait intéressant de savoir un petit peu ce que vous avez mis vous en place à la région, Fabienne Scholl, pour aider vos agents depuis le début de la crise. Est-ce que vous auriez une ou deux mesures à nous partager ? Merci. Alors évidemment, c'est difficile de prendre la parole après un témoignage aussi. Je vous l'accorde. Mais à la région Île-de-France, nous c'était exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on était tous, chez nous, on était à 100% télétravail. Et donc la problématique était très très différente. Alors nous, on pratiquait le télétravail déjà depuis 2018. Voilà, c'était à peu près 2 jours par semaine pour 60-70% des employés. On avait déjà pratiqué le télétravail à 100% pendant la grande grève des transports en décembre 2019. Donc le fait de dire le 15 mars 2020, on est à 100% télétravail, c'était vraiment un non-événement. C'était OK. Ça faisait déjà, on entendait déjà un petit peu à la télévision des départements qui se confinaient du jour au lendemain. Donc on était prêts, on emportait nos ordinateurs le soir, etc. Et quand on a dit on ne revient pas lundi, et lundi c'est 100% télétravail, ça a été totalement indolore, totalement oui c'est normal, on s'y attendait, voilà. Et en revanche, le fait que ça dure comme ça c'était vraiment complètement inédit et complètement nouveau. Et le fait que ça s'accompagne évidemment d'un stress, d'une inquiétude. On se souvient que tout le monde était inquiet sur la santé des proches, sur la santé du pays, sur les impacts que ça allait avoir sur la société. Le fait que tous les enfants étaient à la maison. Tout ça, c'était évidemment éminemment nouveau et ça représentait des dangers. Et puis, en revanche, à la région Île-de-France, comme on était préparé, on s'est mis tout de suite en mode urgent, en mode résolution de crise. Nous, en tant qu'administration publique, en tant que service public, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les effets de la crise sur tout le territoire, sur tous les franciliens. Donc on est, vous voyez, une administration et du jour au lendemain, on est devenu une entreprise d'import-export. On s'est mis à acheter des masques en Chine et à affréter des avions. Et à affréter des avions de tourisme dans lesquels, à l'étranger, on enlevait les sièges pour mettre des cartons de masques. Et puis on a du coup organisé le travail de façon totalement différente. Et on a appelé tous nos agents à faire du volontariat pour réceptionner les masques, les stocker, puis les redistribuer, etc. Mais aussi à apprendre à faire du standard téléphonique, parce qu'on avait toutes les PME d'Île-de-France qui étaient en panique. Comment je vais survivre avec mon chiffre d'affaires qui est en chute libre, etc. Et la région qui, à la fois, inventer des nouveaux dispositifs d'aide, de subventions, etc. Et puis à la fois, il fallait les expliquer et donc répondre au téléphone à toutes ces personnes qui étaient vraiment
très inquiète. Donc la charge mentale, en effet, on a su ce que c'était à la région. Tous nos agents, à la fois, se sont démultipliés, ont changé de métier du jour au lendemain, tout ça sur la base du volontariat, et tout ça avec, en plus, évidemment, tout le stress, même si ce n'est pas évidemment le même qu'à l'hôpital. Donc nous, au RH, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a essayé de soutenir les agents, à la fois de leur permettre, évidemment, d'être volontaires sur tous les nouveaux dispositifs et tous les nouveaux besoins qu'on avait. Et puis, en même temps, on avait une angoisse, c'était que certains agents disparaissent un peu des radars. Donc, on mettait une pression très forte sur tous nos managers pour qu'ils animent leur collectif, qu'ils aient un point de contact avec chaque membre de leur équipe à un intervalle très régulier. On a fait des guides et puis on s'est aperçu au bout d'un moment que nos managers eux-mêmes étaient sous un stress absolument énorme. Et donc on s'est dit, oh, mais c'est vrai que les managers aussi subissent tout le stress. Et puis en plus, nous, on leur mettait la responsabilité de veiller à ce que tous les membres de leurs équipes aillent bien. Et du coup, on s'est mis à organiser des groupes de parole sur la base du volontariat, bien sûr. Et puis, on a travaillé avec nos psychologues du travail et nos médecins du travail. Et on a, voilà, on les réunissait une fois par semaine au téléphone, par Teams, pour aussi prendre le pouls. Et puis, on leur donnait, par exemple, une checklist et on leur disait, ben voilà, répondez à tout ce questionnaire. Et puis, le questionnaire, c'était sur l'état de l'équipe. Et donc, si vous voyez qu'à la fois, vous avez beaucoup plus d'arrêts maladie que d'habitude, et en même temps que vous avez des collaborateurs qui ne prennent pas la parole en réunion, alors que ce n'est pas leur habitude, et à la fois, vous voyez, et c'était vraiment cumulatif. Et on leur disait, voilà, si vous répondez oui à 4 ou 5 questions, alors appelez le psychologue du travail pour évoquer cette situation et la vôtre par la même occasion, etc. Puis on avait un café le vendredi matin où on avait des intervenants extérieurs qui venaient parler de plein de sujets et de façon assez conviviale et informelle. Voilà. Et là, le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec l'étude, c'est je trouve que quand même pendant cette période, on a appris évidemment à monter en compétence sur les outils informatiques. Ça, c'est très très net. Mais on a aussi appris à faire plus avec les outils informatiques que simplement faire des réunions Teams et envoyer des mails jusqu'à minuit, etc. On a quand même réussi à créer de l'émotion. Et ça, je pense qu'on pensait que ce n'était pas possible. Et en fait, nous, en tout cas, on y est arrivé. Voilà, moi, je réunis d'une manière hors crise toute l'équipe RH, c'est à peu près 200 personnes dans le restaurant qui est juste en face, une fois tous les mois ou toutes les 6 semaines, le matin. Et c'est vraiment un moment informel où on prend le café. Moi, je prends juste la parole 3 minutes pour dire les 3 messages que je veux absolument que tout le monde ait bien retenu. Et sinon, c'est vraiment le café et l'informel et tout le monde échange. Et c'est un moment que je trouvais tellement important qu'on l'a maintenu à distance. Eh bien, on a eu des vrais moments d'émotion dans ces moments-là. Voilà, quelqu'un qui voulait... alors on présente toujours les nouveaux dans ces moments-là. Et un jour, il y a une personne qui a voulu chanter une chanson. Et elle était d'origine polonaise et elle nous a expliqué qu'elle avait appris le français grâce à la chanson. Et elle s'est mise à chanter. Et vraiment, c'était un moment de cohésion comme on l'a pas quand on est ici. Et puis on a organisé un séminaire de tous nos managers aussi. On voulait partager nos objectifs de l'année. Et et c'était un moment où vraiment, une demi-journée, on avait vraiment l'impression de s'être vus en présentiel. Donc tout ça pour dire que c'est possible et qu'on n'a pas encore tout exploré. Et que voilà, et quand on veut, vraiment on arrive à recréer de l'émotion, ce qui est vraiment fondamental
Voilà, parce que l'être humain est un On en a animal besoin. social et Oui. qu'on en a besoin. Ouais, tout Voilà. à fait. Merci. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'exemple de la région Île-de-France montre que les équipes ont réussi à s'adapter au tout télétravail. Mais depuis juin et surtout depuis la rentrée, on parle beaucoup du fameux modèle hybride, du retour au bureau. Donc, les entreprises essayent avec plus ou moins du coup de réussite pour le moment. Pascal, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de revenir au bureau? Parce qu'on peut se dire, on y arrive finalement en télétravail. Pourquoi ça compte de venir au bureau? Écoutez, comme on vient de le voir dans l'étude, il y a 57% des jeunes qui estiment qu'ils aimeraient retourner au bureau 3 voire 4 jours au travail par semaine, ce qui est quand même énorme. Et puis selon Herman Miller Insight, parce qu'effectivement on a une recherche et développement assez prononcée chez Herman Miller, on a pu montrer qu'il y avait 6 besoins fondamentaux, mais il y en a 2 particulièrement pour lesquels le retour au bureau est indispensable. Le premier, c'est l'appartenance. Alors effectivement, appartenir à un groupe à distance, c'est pas facile. Bravo d'y avoir réussi. Mais globalement, c'est très difficile avec le digital d'appartenir à une équipe. Donc là, pour cela, on s'est basé sur les écrits du docteur Niklas Steffens, qui est un philosophe et psychologue australien, qui nous dit, grâce à ces 58 études et ces 19 000 personnes interrogées, que le « we and us », c'est-à-dire le « nous » et « notre », est primordial. Et que surtout, ça a un impact très positif sur notre santé, que ça a un impact effectivement sur la réduction de l'épuisement professionnel, évidemment sur la baisse de la charge mentale. C'est important. Il nous dit également un truc que je trouve absolument magique, et j'emploie le mot magique, que faire preuve de passion et d'énergie, c'est contagieux. Alors ça, c'est quand même très positif. Et le deuxième point sur lequel c'est important de retourner au bureau, c'est effectivement pour le sens du travail. Et donc là, on s'est basé sur les études qu'a fait Barry Schwartz. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle Why We Work, pourquoi est-ce qu'on travaille? Vaste sujet. Je vous invite d'ailleurs à télécharger son TEDx qui est juste formidable, une vraie leçon de vie et presque de philosophie. Il nous dit qu'avec beaucoup de perspicacité et de sagesse et en faisant les premiers pas vers la compréhension de la nature humaine, que nous pouvons trouver notre, je dis bien notre, à chacun, notre chemin vers le bonheur, vers notre bonheur au travail. Et il nous dit que qu'on peut se déconnecter, quoi. Et ça a complètement du sens avec ce qu'on vient de voir dans l'étude. Effectivement, quand on voit que 60% avant le confinement travaillaient pendant le week-end, pendant le confinement, c'était 80%. Mais on n'est pas revenu avant, on est à 73% aujourd'hui, quoi. Donc 73%. Donc oui, on a pouvoir, nous, individus, de se déconnecter le week-end. On peut le faire. Et il faut. On peut le faire. Le bonheur au travail et le fait que les autres comptent et jouent pour notre bien-être au quotidien, ça doit vous parler. Du coup, Philippe, le retour au bureau, l'idée, c'est aussi de recréer des liens, peut-être autrement que via Zoom et via tous les outils qu'on peut avoir. C'est mieux. Oublié avec Teams, c'est pas le même bouton. Non, mais effectivement, je crois qu'on est tous en train de découvrir, de redécouvrir l'importance du lien social, mais fondamentalement, on est aussi en train de rappeler ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui, ensemble, vont réussir à réussir un projet, à atteindre un objectif qu'ils ne réussiraient pas à faire seuls. Et pour faire ça, il faut se créer du lien. Le lien social, c'est finalement, alors ça ne l'est pas dans les bilans, mais ça devrait l'être, c'est le premier actif finalement d'une entreprise. Et donc la qualité de ce lien social, c'est l'élément clé qui permettra à l'entreprise de réussir à relever les différents challenges. Et donc le fait de préserver ce lien est absolument indispensable. Et comment fait-on pour à la fois le préserver, mais même avant cela, de le créer? Il faut se voir. Parce que lorsqu'on se voit, alors peut-être pas 5 jours par semaine, peut-être pas en permanence, peut-être pas de la même façon, forcément, évidemment, c'est absolument pas c'est plus de la même façon,
Mais la capacité à se rencontrer, à se croiser par petits groupes, de façon informelle, est devenue aujourd'hui quelque chose qui nous a profondément manqué, parce qu'on a eu une période de sevrage extrêmement forte, mais qui aujourd'hui nous dit qu'on ne connaît pas encore le curseur, mais on voit bien qu'à quel point l'entreprise ne peut pas vivre sans cette prise de contact quasi physique. Et donc là, on voit bien, et d'ailleurs, que ce soit dans des régions extrêmement urbanisées, comme la région Île-de-France en particulier, ou la grande métropole, mais ce qui nous a le plus surpris, c'est que parmi notamment nos clients, on avait beaucoup d'entreprises également dans des villes de taille moyenne, voire petites, qui nous disaient, mais vous allez voir, post-confinement, mais tous mes collaborateurs reviendront, mais alors, sans aucun problème. Ce sera immédiat. D'ailleurs, ils le disent déjà. Le confinement s'est arrêté et les collaborateurs ne sont pas revenus. Spontanément, en tout cas. Et vraiment, et exactement, je dirais, en tout cas de notre point de vue, ce qu'on a pu voir, de la même façon que ce qu'on a pu vivre aussi en région, notamment parisienne, où on peut se dire, oui, la difficulté, le temps de transport, malgré tous les efforts de la région Île-de-France, le temps de transport, etc., etc. Enfin bref, ce caractère un peu... On ne l'a pas quand vous êtes à Rodez. Ouais. Bon, région magnifique. On travaille, parce qu'on a un client à Rodez. Mais pourquoi ? Parce que les choses ont changé. Parce que la recherche à la fois d'autonomie individuelle est extrêmement importante, c'est vrai, mais elle n'est pas facile à gérer individuellement, parce qu'on peut se laisser submerger par cette autonomie, se laisser prendre, les mails le soir, les mails le week-end, etc., ou les appels. Et en même temps, on a aussi besoin, à Rodez comme à Paris, de pouvoir se rencontrer, et on voit bien que d'ailleurs, à l'intérieur des bâtiments, eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que beaucoup de bâtiments, pas forcément les plus anciens d'ailleurs, accessoirement, en tout cas en termes d'aménagement, ne permettent pas forcément de se rencontrer comme on aimerait se rencontrer. Et notamment, je prends un exemple assez caricatural, parce qu'on le voit dans un certain nombre d'entreprises, c'est le rapport au travail, ce qu'on appelle le travail posté. Le travail posté, c'est le travail qui vous amène du lundi matin jusqu'au vendredi soir, 5 jours par semaine, à être sur votre poste de travail, qui d'ailleurs accessoirement vous est encore attribué, et à réaliser une tâche qui ne vous amène pas d'ailleurs à rencontrer d'autres collaborateurs. Donc ça, c'est un travail posté qui finalement, vous vous dites, mais je serai là ou je serai à la maison ou ailleurs d'ailleurs, accessoirement, je pourrais faire exactement le même travail. Et cette proportion de travail posté, elle s'est fortement réduite ces 20 dernières années. Malgré tout, il en reste encore un peu. Ceci, l'entreprise n'a pas forcément mesuré la réduction de ce travail posté et donc le besoin pour le collaborateur finalement, d'aller vers l'autre et de passer un peu de temps au travers de réunions informelles ou formelles d'ailleurs, en petits groupes ou en groupe plus large, à se rencontrer, à se voir. Et fondamentalement, si on se voit ce soir, à titre d'exemple, c'est qu'on adore tout ça, évidemment. Hop. Mais on a encore d'ailleurs quelques cartes de visite. On adore tout ça parce que c'est notre second cerveau, c'est notre mémoire augmentée, c'est notre capacité à rentrer en contact avec des milliards de gens à une distance absolument incroyable. Mais pour autant, on est là ce soir. Et pourquoi on est là ? Parce que si on est là ce soir, c'est qu'on va ressentir autre chose que ne peut pas nous apporter ce merveilleux outil. Voilà. Et quelque part, cette capacité à générer l'envie, et merci beaucoup d'ailleurs à toutes et à tous d'être là ce soir, cette capacité à générer chez vous l'envie de consommer un peu de votre temps, donc de votre charge mentale, à venir nous rencontrer, à venir échanger avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément, eh bien ça, c'est la qualité du lien que vous avez avec vos collaborateurs, mais aussi avec vos clients, avec vos partenaires, et ça, c'est le premier actif de l'entreprise. Et justement, alors c'est intéressant, on parle des salariés, mais est-ce que les étudiants aussi ont eu l'envie de retrouver les bancs de l'école, ou est-ce que ça a été aussi compliqué que dans certaines entreprises pour les faire revenir ? Qu'est-ce qu'il en est à l'INSEC ? C'était très compliqué. Ils étaient bien chez eux. C'est génial d'être chez soi. Alors évidemment, c'est quand même un public très contrasté, les étudiants, puisque alors je travaille dans 2 établissements qui comptent environ 4000 étudiants, donc ça permet d'avoir une bonne image de comment ils ont vécu ces moments, puisqu'ils ne sont pas revenus à l'école quasiment pendant 1 an et demi. Ils ont été confinés beaucoup plus que les collaborateurs, et on a pensé à un moment donné que c'était très difficile pour eux. On a eu quelques retours d'étudiants, notamment étrangers. Imaginez ces étudiants qui arrivaient de partout dans le monde, j'ai 70 nationalités, qui se sont retrouvés dans des chambres universitaires, parfois avec pas le minimum pour pouvoir vivre, et surtout pas d'Internet. Alors là, évidemment, ça a été encore plus compliqué. Comment accéder à ces études ? Et ces étudiants qui représentaient environ 10% je dis 10% chez moi, mais je pense que c'est à peu près ça en France, eux ont vécu des moments très difficiles, pas de lien social.
difficulté d'accès au numérique, et puis dans des espaces étroits, etc. Mais pour la majorité des étudiants, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils sont allés chez leurs parents. Il y a même des petits malins qui ont fait des colloques dans des pays, on ne sait pas comment ils sont arrivés, dans des îles pratiquement paradisiaques. Et pendant 1 an, il y en a qui ont vécu ça. Hein, ça a été la fête tous les soirs, sans les parents, sans l'autorité, etc. Bon, cela était minoritaire, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, moi, j'ai à peu près la moitié de mes étudiants, il y en a de plus en plus, hein, vous le savez, qui font de l'apprentissage et qui vivaient en même temps la situation à l'école, en distanciel avec leurs profs, pas très doués, un accès au numérique assez compliqué à mettre en place les premiers temps, alors que eux, les jeunes, c'est assez instantané, hein, ils étaient en général branchés sur 2-3 écrans en même temps, la console vidéo, le téléphone, chat, réseaux sociaux. Enfin, là, une charge mentale qui, pour le coup, qu'ils n'ont pas vu venir et qui a peut-être été la plus douloureuse, on s'en est aperçu après, parce que ça a causé des décrochages au niveau scolaire, parce que finalement, il y avait donc ces réseaux sociaux et tous ces outils, et de l'autre côté, l'entreprise qu'ils découvraient, pour certains, ils ont découvert l'entreprise par le télétravail. Alors là, par contre, ils ont détesté. Ça a été très compliqué. Vous imaginez commencer une alternance ou un stage, être accueillis en numérique. Parfois, ils sont juste allés chercher un ordinateur dans l'entreprise, dans des banques. Alors déjà, ils n'avaient pas une image de la banque forcément facile d'accès, mais là, par écran interposé, sur des tableurs Excel toute la journée, pour beaucoup d'entre eux quand même. Là, ça a été un petit peu compliqué et ça les a beaucoup questionnés. Et c'est là que c'est intéressant, l'étude que vous avez menée, parce qu'on a fait la même, nous, au mois de janvier, auprès de nos étudiants. Et on voit les mêmes choses. Et qu'est-ce qu'il ressort de ce qu'ils disent? Alors d'abord, la charge mentale, eux ne l'ont pas vraiment ressentie. Ils ont mis de côté un peu leurs études, bon, ce qui est malheureux, mais voilà. Ils ont gardé un lien social avec leurs amis parce qu'ils ont réussi quand même vite à filouter. Alors pendant le premier confinement, c'était un peu plus compliqué de sortir, mais très vite, ils ont eu une vie sociale en dehors, évidemment, des lieux qu'ils ne pouvaient pas plus fréquenter. D'ailleurs, la boîte de nuit, ça leur pose plus de problème puisqu'ils ont trouvé d'autres options, mais ils ont gardé ce lien social. En revanche, c'est vrai que le lien au travail, c'est beaucoup distendu. Et là, on le constate aujourd'hui. Alors, les employeurs sont assez désemparés, on va dire. Hein, c'est ce que me disent les entreprises. Puisque, alors, pour le coup, oui, effectivement, le sens, hein, vous êtes plusieurs à en avoir parlé, ils veulent du sens au travail. Mais tout de suite après, ils veulent de l'ambiance. Alors, nous, ils parlent d'ambiance plus que de qualité de vie. L'ambiance, c'est on doit s'amuser. Si on ne s'amuse pas, on ne travaille pas. Alors, c'est assez désarmant quand on est un DRH de dire qu'est-ce que vous attendez dans votre poste. Je veux du fun, hein, c'est beaucoup le mot qui ressort. C'est quoi du fun? C'est pas du tout, on en rediscutait tout à l'heure avec Fabienne, d'avoir un baby-foot, d'avoir des espaces détente, de faire du sport. C'est bien plus que ça, c'est vraiment dans sa relation avec son manager, donc d'avoir des relations, là aussi on en a parlé, plus horizontales. C'est le boss qui ne va pas donner des ordres ou qui ne va pas sanctionner. C'est comment je peux être impliqué dans la vie de l'entreprise et comment je peux avoir mon mot à dire, sachant que si je ne trouve pas l'ambiance, si je ne trouve pas le sens, eh bien je m'en vais. Là, la flexibilité est moins importante. Hein. Quand on parle de télétravail, vous l'avez dit, ils veulent travailler 4 jours, avoir un jour à eux, mais ils ne le voient pas forcément comme un jour de télétravail. C'est-à-dire qu'ils ont l'ordinateur à la maison, mais ils ont plein de trucs à faire. Et ça ne les gêne pas parce qu'ils fonctionnent aussi par objectif. Hein. On leur a inculqué une culture du résultat pendant leurs études. Alors moi, ce sont des écoles de commerce, donc c'est vrai que la notion de culture du résultat et de performance, évidemment, est importante. Mais dans un système qui est ma vie privée, qui devient absolument essentielle. Je ne travaille plus le week-end. Alors pour le coup, ils ouvrent plus du tout, plus un livre le week-end, ce qui devient effectivement un peu problématique parce qu'ils ont des journées bien remplies. Et on sent que la France, qui est déjà un peu en perte de vitesse hein, sur l'enseignement, déjà depuis le primaire, mais c'est vrai aussi, nous on le sent dans l'enseignement supérieur, ça devient compliqué parce que apprendre n'est plus forcément une priorité et ils le font à leur façon. Donc aujourd'hui, ils ne veulent pas revenir à 100% à l'école, ils veulent avoir de l'hybride. Alors effectivement, c'est pour ça que c'est agréable d'avoir du public quand on organise des conférences avec des grandes entreprises qui viennent, hein, et mes collègues de Harvard, de Oxford, etc., nous le disent aussi. Ça faisait déjà quelques années que ça se délitait, c'est-à-dire qu'en fait, ils choisissent. Et le distanciel leur va très bien, et c'est une façon de vivre qui les intéresse et qui leur paraît très bien, mais quand ils ont envie de venir, ils viennent. Donc on est obligé de s'adapter
un public qui est très contrasté. Alors, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ceux qui finissent des études supérieures sont quand même beaucoup plus proches de la réalité de l'entreprise. En revanche, les jeunes qui sont en terminale ont une vision qui, pour nous, est quand même très compliquée parce qu'on doit s'adapter et les recruteurs aussi. Donc c'est vrai que, Niels le disait tout à l'heure, la rémunération, ce n'est pas du tout un sujet. Le travail en équipe, oui, mais il peut se faire de loin. Mais c'est vraiment quel sens je vais donner à mon travail tout en m'amusant. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Et évidemment, les locaux, la façon de travailler, l'espace en coworking va être très important. C'est-à-dire que les salles de classe avec des tables et des chaises attachées, ça n'a plus de sens. Et on sent que pour eux, ça devient quelque chose de détestable. Donc ils font l'impression qu'on a, en conclusion de ce qu'on vit des étudiants, c'est que, et c'est très bien d'une certaine façon, c'est qu'ils choisissent de construire eux-mêmes la société qu'ils veulent. Et que là, on a eu quand même un coup de tonnerre et un changement et qui s'affirme beaucoup plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ça, l'avenir le dira. À suivre. Niels, Claire parlait des recruteurs qui doivent s'adapter. Du coup, c'est important d'écouter peut-être plus encore aujourd'hui les aspirations des salariés, des jeunes salariés, et de les mettre un peu au centre. Oui, absolument. Donc, je vais rebondir sur tes propos. En plus, tu as de très bons retours de tes étudiants sur Speakanact. Moi, je pense oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu essentiel de s'adapter au profil. Ils ont des demandes nouvelles qui sont totalement différentes des générations d'avant. Mais pas non plus déconnante, si j'ose dire. Nous, on a la chance, en fait, on arrive à recueillir des avis aussi bien des étudiants jusqu'à la fin de collaborateurs qui ont plus de 20 ans d'expérience. Donc, on arrive à avoir quand même un regard clinique sur les attentes un peu générationnelles. Et on voit notamment que sur les jeunes, en fait, il y a cette quête de sens qui est devenue très importante, la qualité de vie au travail, les conditions dans lesquelles ça va se mettre en place. Ils y prêtent vraiment, vraiment très attention. Et je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur la marque employeur de vraiment essayer de fitter au mieux sans tricher. Le but n'est pas de tricher et de s'adapter à une audience, mais simplement d'avoir un discours authentique en disant voilà, ma marque correspond à ce type de profil et l'étudiant l'entendra totalement en fait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous on l'a vécu avec Speakanact. On a vu par exemple sur la problématique de charge mentale qui n'est pas nouvelle et qui a déjà été mis en exergue par plein de politiques RH, etc. Nous, on a remarqué une chose sur les entreprises, et je trouve ça assez intéressant, qui était moins sur les écoles, mais essentiellement sur les entreprises, c'est des fois, par moment, la crainte de solliciter les collaborateurs. En se disant, est-ce que je vais avoir des avis durs, etc. Et est-ce que surtout, je vais pouvoir y répondre positivement? Parce que la problématique, une fois que vous avez posé des questions et que vous avez obtenu des réponses, c'est d'apporter une solution. Ça, c'était une vraie crainte des sociétés qu'on avait. Et moi, je pense honnêtement, je ne veux pas faire une analogie avec les relations amoureuses, mais je pense que quand vous êtes au quotidien avec votre femme ou avec votre mari, vous devez lui poser des questions pour savoir comment ça se va. C'est le b.a.-ba de votre relation. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les relations des collaborateurs, et encore plus avec celles des collaborateurs de demain que sont les étudiants, c'est un prérequis. Je veux dire, je ne vous connais pas ici, mais je suis sûr que si je vous demande tout de suite de montrer votre LinkedIn, il est assez up-to-date ou mis à jour à minima. Et ça, c'est assez symbolique sur les jeunes générations. Si vous regardez, à chaque fois qu'ils ont la moindre expérience, ils le mettent sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une vision forcément, je dirais, consumériste du marché du travail, mais ça veut dire qu'ils restent toujours à l'écoute. Autrement dit, il faut vraiment faire attention et prendre le pouls continuellement et non pas sur un moment spontané ou un point critique afin de répondre à une demande. Il faut vraiment inscrire ça dans l'ADN de l'entreprise. Et je pense que c'est la meilleure manière de travailler parce qu'il ne faut pas oublier que bien évidemment, les collaborateurs ou les étudiants de demain qui sont en alternance et qui vont être en CDI mettent à disposition leur temps et du coup, par conséquent, leur charge mentale en échange d'un salaire, etc., ou d'expérience. Mais à minima, en fait, c'est bien plus que ça. En fait, ils sont en quête d'expérience et ça les dérange vraiment pas du tout. Et on l'a vu sur d'autres études qu'on avait menées également avec Dynamic Workplace. Ils ont une certaine fidélité. Surtout les nouvelles générations, ils ont une fidélité vis-à-vis de leur employeur qui n'était pas celle des générations Y comme la mienne. Ils ont une vraie fidélité. Et pour ce faire, il faut répondre à leurs besoins. Alors, ce besoin n'est pas forcément une demande de rémunération plus élevée, pas forcément une demande de management en prenant des responsabilités. C'est plus d'avoir des relations horizontales avec son management, ça c'est vrai. C'est d'avoir une relation d'apprenant, où on apprend continuellement. Et ça se ressent également tant dans la relation que dans les jobs qu'on leur propose, c'est-à-dire notamment, je reviens sur le point de tout à l'heure, des politiques RH où on leur permet tous les 2 ans, 3 ans, de découvrir un nouveau job qui n'a pas forcément de lien avec le précédent, mais qui a au moins pour vocation de nourrir intellectuellement leur appétit.
Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation des recruteurs et même au sens plus large de l'ensemble des décideurs RH. Très bien. Par rapport à l'expérience collaborateur, on a beaucoup parlé de l'humain, des attentes, du fameux modèle hybride. Si on s'intéresse maintenant un petit peu aux espaces de travail, concrètement, comment les espaces de travail, c'est bien, vous êtes synchro, les micros en même temps, là, espace de travail, les deux experts sont prêts, j'adore. Du coup, quand on parle d'espace de travail, comment les bureaux de demain, et je dirais dès aujourd'hui, doivent s'adapter? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui émergent quand on parlait peut-être de la fin des longs open space où on vient juste pour être sur l'ordi toute la journée? Oui, alors effectivement. D'abord, il y a un constat qu'on a eu du mal, que beaucoup d'entreprises ont eu du mal à faire avant la crise, mais qui maintenant saute aux yeux. C'est ce qu'on appelle, c'est le premier indicateur, il est extrêmement facile à voir, c'est le taux d'occupation réel du bâtiment. En fonction de la façon dont le bâtiment, entre guillemets, dans les nouvelles attentes exprimées par les collaborateurs, qui voient plus une maison commune qu'un bâtiment, lieu de travail, bâtiment tertiaire. Mais en fonction des aménagements à l'intérieur ou de la façon dont on va y vivre à l'intérieur, le taux d'occupation va être plus ou moins important. Ce taux d'occupation, en moyenne, il était relativement stable jusqu'au début des années 2000. On avait à peu près 60% des collaborateurs qui étaient affectés au site, au sens code du travail, contrat de travail, qui, en moyenne, dans la semaine, qui n'est pas homogène évidemment, mais à peu près en moyenne consommaient le lieu, 60%. Et on considérait déjà que c'était un taux assez élevé. Ce taux-là, juste avant le Covid, était déjà décrescendo depuis une dizaine d'années, tombé à, en moyenne, là je parle notamment sur l'Île-de-France, en moyenne 40%. Donc on avait déjà des espaces qui étaient beaucoup moins consommés qu'auparavant. Post-crise, on est, alors vraiment juste après la crise, on est plutôt aux alentours de 20%. Donc 20%, pourquoi? Parce que là, on est en train de se chercher, évidemment. Alors ça, c'est déjà le constat qu'on peut faire assez immédiatement, qui bien sûr n'est pas le même le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Mais on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui, le vendredi après-midi, ont un taux d'occupation de leurs espaces de travail qui est inférieur à 20%. Donc là, vous avez des milliers de mètres carrés qui sont, et des postes de travail qui sont vides. Une fois qu'on a dit ça, comment on peut faire pour redonner finalement l'envie aux collaborateurs, à la fois en tant qu'individu, à la fois en tant que membre d'une équipe, de revenir finalement se retrouver à un moment donné. Là, on parle beaucoup d'ailleurs de l'émission de l'atmosphère de travail à l'intérieur de son environnement privé. Mais ne l'oublions pas, depuis maintenant au moins une bonne quinzaine d'années, on a l'intégration de plus en plus forte des codes de la maison à l'intérieur des espaces de travail. Et ça, progressivement, ça a changé et les choses sont en train de s'accélérer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on rentre à l'intérieur des bâtiments, on commence à se dire, mais où est-ce que je vais trouver la cuisine, le salon, la salle à manger, non pas les chambres, mais en tout cas les espaces plus privatifs. Et on a une lecture des espaces à l'intérieur du bâtiment qui a radicalement changé, a fortiori après la crise. Ça veut dire que, très concrètement, à l'intérieur des bâtiments, on est en train, alors, de façon radicale, de passer d'environnement assez traditionnel où on avait encore quelques postes de travail individuels, fermés, privatisés, de grands open space qui sont aujourd'hui totalement mis de côté par les collaborateurs, et puis également de grands espaces de réunion qui étaient très très mal consommés. Donc ça, c'était vraiment l'image un peu passéiste. Et on est en train d'évoluer de façon très très forte à une multitude d'usages à l'intérieur des espaces. Multitude d'usages qui permettent à la fois un travail individuel au calme, un travail à 2 ou à 3, pas forcément confidentiel, mais de toute façon dans des espaces qui sont très informels, très collaboratifs, des espaces de réunion qui sont plus d'ailleurs des espaces parfois de collaboration, parfois de création, qui sont là aussi multiples, et qui permettent, alors je vous en donne quelques-uns, des codes. On parle beaucoup aussi des codes, notamment dans le choix des matériaux, dans le choix des couleurs, dans même la forme des matériaux. Table carrée versus table plutôt ovale, etc., etc. Donc tous ces codes qu'on appelle communautaires se sont intégrés à l'intérieur des codes qui étaient plutôt statutaires dans l'entreprise. Une entreprise, par nature, c'est quand même une hiérarchie, même si elle s'est très largement horizontalisée. Et donc, au début des années 2000, on avait massivement des codes statutaires qui sont portés par des couleurs, le blanc, le noir, par des formes un peu anguleuses, par des matériaux plutôt minéraux, l'acier, le verre. Et puis progressivement, et surtout en ce moment, on est plutôt sur des codes communautaires qui invitent au partage. Et le lieu, à partir du moment où il est ressenti comme étant agréable,
il invite à ce partage et on y revient. Et donc on le consomme beaucoup plus. Et ces éléments, ces codes sont considérés comme des codes plutôt communautaires. Et donc ils font appel à des couleurs plus vives, ils font appel à des formes plus rondes, ils font appel à des matériaux plus organiques. Le retour des plantes vertes, c'est pas quelque chose d'optionnel. Franchement, on le voit nous au quotidien dans les entreprises, avec ou sans plantes vertes, c'est juste que le comportement des collaborateurs n'est pas le même. Et donc la façon dont ils consomment le lieu n'est pas la même. Et donc, plus ils ont envie de consommer, plus ils reviennent, plus ce lien se recrée. En tout cas, même s'il y a une dose évidemment de télétravail, mais en tout cas cette capacité, cette envie, cette capacité à se retrouver est importante. Et ce lien se crée. Le lien, comme on le disait, est source de réduction de la charge mentale et accessoirement d'augmentation de l'efficacité de l'entreprise. Encore une fois, nos outils digitaux nous permettent de fonctionner plus vite, plus fort, quand nous savons collectivement ce que nous devons faire. Par contre, une entreprise, par nature, ça évolue tous les jours, et donc il faut créer tous les jours. Et créer, c'est pas au travers, enfin, un peu évidemment, mais massivement, c'est pas au travers d'un outil type Teams ou des téléphones portables ou de la communication digitale de façon générale qu'on peut créer, co-créer avec ses collaborateurs. Or, le management transversal, l'horizontalisation des entreprises, c'est la création permanente. Hein, c'est l'entreprise banc de poissons. On est extrêmement agile, on évolue très très vite, mais on évolue ensemble. Si à chaque virage, vous larguez 3 quarts des collaborateurs, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, les codes, alors je fais appel au poisson parce qu'on ne sait pas trop si c'est le bocal qui crée le poisson ou le poisson qui fait le bocal, mais indépendamment de ça, cette intégration des codes, des aménagements communautaires qui sont très très, qui ont pour origine de façon très forte les codes de la maison, se sont mais massivement, et c'est en très très forte augmentation, intégrés à l'intérieur des bâtiments tertiaires. Pascal, réfléchir aux usages, c'est vraiment la clé pour bien penser les bureaux? Oui, il est évident que maintenant, tu parlais tout à l'heure, on réfléchit comme dans une maison, où est-ce que va être la chambre, où est-ce que va être la cuisine, etc. C'est complètement lié aux usages, ça c'est évident. En tout cas, nous, on a mené une étude pendant le confinement, ça s'appelle le Working from Home, en fait, sur 19 000 personnes. Et on s'est aperçu qu'il y avait trois aspects, en fait, 3 enjeux stratégiques qu'on devait à tout prix retrouver dans les nouveaux espaces. Le premier, il va énormément te plaire, hein, Philippe, tu vas l'adorer. Ça s'appelle la sociabilisation communautaire. On peut parler de corpo working. Hein. Je pense que effectivement, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas forcément que les gens de notre entreprise. Hein. Il y a également un deuxième point qui est hyper important, c'est la collaboration en équipe. Donc là, c'est avec mon équipe. Et le troisième point qu'on a souvent tendance à oublier, c'est effectivement on a besoin de retourner au bureau aussi, mais pour de la concentration aussi individuelle, qu'on n'a pas forcément à la maison. Donc c'est l'association de ces 3 points qui est vraiment très importante. Et si on réussit à faire ça, alors on créera peut-être des espaces un peu plus fun, un peu plus attractifs. Et puis, si c'est plus attractif, ce sera aussi peut-être plus inclusif. Voilà. Pour finir sur une note positive, parce que la crise ne nous aura pas juste amené plus de charge mentale, on va essayer de trouver aussi du positif à tout ça. Fabienne Scholl, à la région Île-de-France, est-ce que la crise a été aussi une opportunité peut-être pour voir de nouveaux projets qui, eux, vont être durables même au-delà de la crise? Oui, je crois qu'on s'est vraiment rendu compte que donc on était adaptable. Donc ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. En revanche, on s'est rendu compte, et toutes les études le montrent, et les neurosciences, etc., que décidément, vraiment, l'être humain est un animal social. Et que donc, je rejoins parfaitement, se voir, c'est absolument essentiel. Or, notre cerveau, et je parle sous le contrôle de notre professeur de médecine, crée naturellement et forcément, et c'est une bonne chose, c'est un signe de bonne santé, une résistance au changement. Et donc on s'est en fait adapté à ce télétravail à 100%, qui était vraiment un peu nocif, parce que trop de charge mentale, trop d'isolement, etc. Mais on s'y est adapté. Et donc le fait de revenir en présentiel, on a pu dire vivement qu'on revienne, mais en fait non.
en fait, c'était difficile. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a vraiment scénarisé le deuxième déconfinement. On avait redécoré tout le bâtiment. C'était le bâtiment qui disait aux collaborateurs « content de vous revoir », etc., etc. On est allé jusqu'à offrir un petit ballotin de sucreries à chacun des collaborateurs avec une carte personnalisée. Merci, bravo pour tout ce que vous avez fait à distance. Et maintenant, vraiment, on va pouvoir se revoir et très bien. Mais je crois que ça donne une responsabilité nouvelle à l'entreprise, à l'organisation de travail, de faire la preuve que le travail en présentiel dans le bureau donne plus de satisfaction que simplement le télétravail. Et je pense que si on n'y réfléchit pas et si on n'y travaille pas de façon extrêmement sérieuse et urgente, on va finalement perdre un peu nos collaborateurs parce qu'ils se sont quand même beaucoup habitués à travailler seuls et que ce n'est pas bon pour eux. Et voilà, il faut donc amener tous les collaborateurs à faire l'effort nouveau de se réadapter au travail en présence. Et nous, comment on fait ça à la région Île-de-France? Eh bien, on a mixé un peu le fait que quand même encore plus de gens télétravaillaient depuis la crise. Donc nos locaux sont un petit peu moins utilisés qu'avant. Et du coup, on va créer de la place dans nos locaux pour inviter des parties prenantes. Nous, on est un service public, donc on ne va pas rendre un étage ou deux à notre bailleur pour augmenter notre rentabilité, puisque ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'être plus efficace auprès de notre territoire et de nos parties prenantes. Et donc, on a des associations qui sont un petit peu en difficulté économique, où on a des start-up qui ont besoin de s'implanter pendant 6 mois, 1 an, etc. Eh bien, on va leur proposer des espaces dans nos locaux. Et pourquoi on fait ça? D'une part parce que on est service public, mais aussi parce qu'on va augmenter l'expérience travail de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils vont venir au bureau non seulement pour faire le travail qu'ils peuvent faire aussi bien en télétravail chez eux, non seulement pour parler avec leurs collaborateurs et on anime aussi, on a tout le temps un concours dans les cartons, etc., mais aussi pour rencontrer des parties prenantes, pour rencontrer des personnes qui font des choses complètement différentes, mais complémentaires de leur propre travail. Et on animera ça. Il y aura un petit peu des obligations pour chaque partie prenante qui s'installera dans nos locaux, qui auront l'obligation de faire des conférences, d'être présents, etc. Et en créant ce lien, de la sérendipité, mais aussi du lien, tout simplement, eh bien, j'espère, on va faire la preuve que venir au bureau, ça a une valeur ajoutée, et c'est mieux que de rester chez soi. Voilà. C'est à la fois s'ouvrir sur l'extérieur et faire vos locaux des lieux de vie, donc c'est super intéressant pour la suite, et je suis sûre que ça parlera beaucoup à Philippe Morel, qui acquiesçait. Et effectivement, parce que la conséquence de tout cela, c'est qu'on a libéré quand même énormément de surface, de mètres carrés. On ne sait pas où va se trouver le curseur, mais comme je disais à l'instant, on est aujourd'hui en moyenne entre 20, 30, 40% de surface en trop, parce que quand même, il y a une dose notamment de télétravail, mais globalement d'ailleurs de nomadisme qui existait auparavant, qui s'est quand même largement développé. Et donc, que fait-on de ces surfaces qui ont à la fois un poids économique, mais même d'ailleurs une conséquence sur la vie globalement dans le bâtiment? Eh bien, on les ouvre aux parties prenantes, et bravo à la région Île-de-France d'avoir initié le mouvement. C'est ce que nous appelons le corpo-working, c'est-à-dire vraiment la capacité à transformer un siège, notamment un siège ou un grand espace tertiaire, un peu mono-occupant, monobloc, en campus qui permet à la fois, bien sûr, de venir de façon très privative, travailler dans l'entreprise qui vous emploie, mais également côtoyer d'autres parties prenantes qui vous sont proches. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le Nord autour de la mobilité, où on a un grand acteur, Movivia, qui occupe à peu près 3 quarts du bâtiment, et puis un quart qui est dédié finalement à un grand nombre d'autres parties prenantes autour de la mobilité, et ça crée une forme de sérendipité naturelle. Et puis aussi, cette économie, alors pour parler réduction finalement du coût à la fois du loyer et des charges pour le preneur à bail principal, eh bien, permet d'investir sur des services. Et là aussi, c'est la boucle vertueuse, c'est un apport de services pour l'ensemble des résidents, des collaborateurs.
que l'entreprise d'ailleurs ne pourrait pas forcément financer si elle ne remettait pas, si elle ne recommercialisait pas ces surfaces inoccupées. Merci beaucoup. On va avoir le temps pour une ou deux questions, si vous voulez, et après on va passer au buffet. Alors n'hésitez pas, je me déplace avec plaisir prendre vos questions. Je n'ai pas encore fait mes 10 000 pas dans la journée, donc je viens vous voir avec grand plaisir. Ah merci, c'est là toujours la première question qui est la plus dure, après ça va venir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre étude et pour vos différents témoignages. Madame Kaladine, je tiens à dire que votre témoignage était très poignant et je vous en remercie. J'ai pris quelques notes parce que j'ai noté quelques citations. Donc moi je suis Joy Follet, je travaille chez JLL, donc JLL Conseil en immobilier d'entreprise tertiaire. Je travaille notamment au département recherche et innovation. Nous avons sorti une dernière étude sur le bureau régénérant vers une approche du bien-être et je suis rassurée de voir que nos constats sont très très similaires. Ce qui me rassure d'ailleurs parce que je pense qu'on va pouvoir changer le monde ensemble et convaincre tous les employeurs aujourd'hui d'avoir une approche davantage tournée sur le bien-être. Je pense que Monsieur Morel, je suis un peu stressée, mais normalement c'est pas le cas. vous m'impressionnez beaucoup et je suis ravie d'être à la région Île-de-France. Votre projet est une belle référence, un bel exemple chez nous et on essaie de s'en rapprocher. En tout cas, Monsieur Morel, vous devez savoir que c'est difficile de convaincre les employeurs aujourd'hui. Ils recherchent toujours davantage de chiffres à un retour sur investissement. Donc j'ai un peu deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous arrivez, vous, à les convaincre? De notre côté, c'est toujours très difficile. Et ma deuxième question, je ne sais pas exactement à qui l'adresser, c'est sur le sujet de la santé mentale. C'est une expression que nous utilisons chez nous et dans le cadre de notre étude. Elle n'a pas du tout été abordée dans vos témoignages, à part Pascal, tu l'as cité un petit peu. Pourquoi ? Tout simplement pourquoi parler d'amélioration d'amélioration, de réduction de la charge mentale et non pas de prévention de la santé mentale. Aujourd'hui, la santé mentale est un tabou en France, plus que dans les pays anglophones. Et on est plus sur une prévention du mal-être, ou voire on essaye de cacher un petit peu et d'améliorer le mal-être plutôt que de prévenir la santé mentale. Donc voilà ma deuxième question. Pourquoi ne pas avoir parlé de santé mentale? Merci. Philippe, rapidement sur la première question, comment convaincre? C'est pas encore évident. Il y a deux angles. Il y a l'expérience collaborateur, et je crois que nous tous réunis ce soir, on a essayé de partager avec vous le fait que l'expérience collaborateur est quelque chose aujourd'hui, qu'on soit jeune ou moins jeune, absolument incontournable. Et si cette expérience n'est pas réussie dans les bâtiments, les collaborateurs se dispersent, l'entreprise ralentit, et une entreprise qui ralentit, c'est une entreprise qui meurt. Et aujourd'hui, il n'y a pas un COMEX qui se dise, donc un groupe de dirigeants qui se disent mince, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que ce problème-là, il concerne, de notre point de vue, encore une fois, c'est notre conviction, hein, il concerne aujourd'hui, quelle que soit la taille des entreprises, 100% des entreprises en France, mais même d'ailleurs dans un très grand nombre de pays. Après, que fait-on de ce problème? Comment on l'adresse? Certains vont l'adresser par l'expérience collaborateur en disant que fait-on? On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par quoi commencer. D'autres vont dire il y a un impact économique et commençons déjà par ça. C'est parfois la solution la plus simple, la plus rapide, en tout cas la porte d'entrée pour y arriver. Et cette porte d'entrée, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on fait de ces surfaces inoccupées? De quoi a-t-on besoin réellement pour bien travailler? Et c'est comme dans un restaurant. Quand vous voyez deux personnes dans beaucoup de mètres carrés, vous n'avez pas envie de rentrer. Et un chef d'entreprise, c'est à peu près ça. Il dit mais mince, dans tant de mètres carrés, j'ai que 2 collaborateurs. Comment je fais finalement pour me réadapter, pour réadapter mon outil de travail, de production finalement aux besoins réels de mes collaborateurs? Donc, mais en tout cas, le fait de commencer, soit sous l'angle expérience collaborateur, remontée des collaborateurs, taux d'occupation des bâtiments, soit sous l'angle économique, intégration, identification des mètres carrés utilisés, intégration des parties prenantes, etc. Ça, aujourd'hui, 100% d'entreprises sont en train, en tout cas, de travailler sur ces deux angles-là. Merci Philippe. Niels, par rapport à l'étude, Ouais, pourquoi ne je pas me permets avoir de évoqué la santé mentale? Alors, si j'ai bien compris la question, je préfère bien la remettre dans le contexte. La question est de savoir pourquoi on ne s'est pas focalisé que sur les manières d'anticiper ces problématiques-là. C'est bien ça, le point? Et pourquoi le terme de santé mentale n'apparaissait pas, c'est ça? Par rapport D'accord. de vocabulaire. Alors c'est vrai que ça a été, parce que je pense que communément les gens parlent plus de charge mentale. Dans un premier temps, je pense que les gens parlent plus de charge mentale que de santé mentale aujourd'hui. Donc dans un souci de parler à plus de gens, on a utilisé cette terminologie. Dans un souci de transparence, je m'oblige à le dire, et
peut-être que ce n'est pas bien. Mais et je n'aime pas dire qu'on a eu une opportunité, parce que c'est quand même lié à une crise et c'est quelque chose quand même d'assez marquant. Mais en fait, initialement, on voulait juste faire un état des lieux, initialement, pour être totalement transparent avec vous, sur quelle est la charge mentale des collaborateurs. Il s'est trouvé qu'en fait, on a pris ce problème 3 mois à l'avance, avant que le Covid arrive. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est pour ça que je parle d'opportunité, même si j'aime pas le terme, mais on s'est dit, tiens, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu plus loin, parce que là, on arrive quand même dans une situation qui est unique, que personne n'a jamais vécu avant, c'est de se dire que 100% des collaborateurs, sauf certains secteurs comme celui des hôpitaux, vont être dans l'obligation d'être en télétravail et d'être confrontés à des outils digitaux potentiellement qu'ils n'utilisaient pas quotidiennement. Donc là, on s'est dit, ça vaut le coup d'aller plus loin et d'arriver à faire ce constat-là. Alors, il y a un souci de terminologie. Je pense qu'en termes de vulgarisation, les gens épousent davantage, ou du moins ça parle plus facilement aux gens de parler de charge mentale que de santé mentale. Et après, l'idée, pourquoi on s'est focalisé sur ces constats-là et non pas sur l'idée d'apporter des solutions de prévention, pour être totalement honnête, c'est parce que je pense que c'est le même problème que pour les marques employeurs. Je pense qu'arriver avec des solutions préétablies ou même avec des concepts de marque en disant il faut être digital, etc., ça correspond en fait à un effet de masse, mais je pense que quand vous avez des problématiques de charge mentale, il faut savoir avoir des solutions pertinentes. Et qui dit pertinente, je pense qu'il faut faire un diagnostic, un audit de la société. Et je pense que certains secteurs peuvent appliquer les mêmes solutions, potentiellement. Mais je pense que même dans certains secteurs, en fonction de la taille, en fonction de l'historique de la société, de l'ADN également, vous ne pouvez pas apporter les mêmes solutions. Si vous avez même si vous regardez la pyramide de l'âge de l'entreprise, ou même son ADN, moi j'ai déjà vu des cas de fusion où par exemple les gens ont l'habitude de tutoyer le CEO, dans d'autres cas non, ils le voient. Si vous arrivez en leur disant qu'il faut un management vertical dans cette société-là, ils n'écoutent pas. C'est décorrélé de leur réalité. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voulu focaliser sur les actions, parce que je pense que c'est quelque chose qui reste de l'intime, si j'ose dire. Et ça demande d'être nourri par un audit efficace et pertinent sur la société. Merci Nils. Et comme le bon côté des choses de se retrouver, c'est aussi d'aller échanger autour d'un bon cocktail de manière informelle. Bon, on va poursuivre les échanges à côté, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Les intervenants poursuivent la soirée avec vous, donc n'hésitez pas à aller les voir et à profiter d'échanges plus informels et conviviaux. On peut les applaudir. Merci à tous les 6. Merci Fabienne. Et très bonne soirée à tous. Merci.